Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Nicolas Mirkovic, donc vous êtes analyste de géopolitique européenne et américaine. Vous êtes également président de l'association Ouest-Est. Vous avez mené avec cette association de nombreuses missions humanitaires dans des zones de conflit en Europe. Et vous êtes auteur de Martyrs du Kosovo aux éditions Picolec, Bienvenue au Kosovo aux éditions du Rocher. Et puis le dernier livre, vous pouvez nous le rappeler, Nicolas Mirkovic, pour lequel on vous avait reçu, L'Amérique Empire. L'Amérique Empire aux éditions Corporis. Aux éditions Corporis. Et vous revenez, Nicolas Mirkovic, de 8 jours en Ukraine. On va évidemment commencer par vous demander quel est votre retour de l'Ukraine. Qu'est-ce que vous avez vu? Où étiez-vous? Alors j'étais dans le Donbass, précisément dans les villes de Donetsk, de Gorlovka et de Mariupol, donc en plein dans la zone de guerre. Aujourd'hui, là où c'est en train de se battre, ça fait depuis 8 ans que je vais faire des missions humanitaires depuis le début de la guerre. Il faut le rappeler, qui a commencé en 2014. Je mène des missions humanitaires là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai vu le mal que la guerre organisé par une partie, on va dire, de la bien-pensance atlantiste en Yougoslavie avait fait. La Yougoslavie avait disparu. Et je me suis dit, en 2014, quand j'ai vu la guerre commencer, on ne se rend pas compte à quel point cette guerre peut dégénérer en quelque chose de beaucoup plus grand. Malheureusement, je ne veux pas dire que j'avais raison, mais c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, on a commencé cette mission humanitaire pour aider ces gens, ces personnes qui souffrent, ces civils. Donc, du coup, avec notre association Ouest-Est, on a été ces 8 derniers jours dans le Donbass pour aider essentiellement des mamans, des familles et des personnes âgées qui sont victimes de la guerre, donc aussi bien des personnes qui étaient blessées par des bombardements que des personnes qui avaient faim, que des personnes qui ont besoin de nourriture, que des réfugiés qui n'ont plus rien à manger ou qui ont tout simplement plus de domicile. Donc dans une zone qui est a priori pro-russe, ce sont des pro-russes que vous avez, des Ukrainiens pro-russes que vous avez vus et entendus. Alors, quand on aide des personnes, on ne demande jamais de ma vie, est-ce que j'ai demandé à une personne si elle était pro-russe, pro-ukrainienne, athée, chrétienne. J'aide des personnes qui sont en difficulté. Ça, c'est ma règle de base. Et que même quand au Kosovo, j'ai fait beaucoup de missions humanitaires au Kosovo, j'ai jamais demandé à une personne sa religion, son ethnie. Qui ne m'intéresse pas. En revanche, cette zone-là, comme nous l'aidons depuis 8 ans, elle est en guerre depuis 8 ans, je continue de l'aider. Avec l'association, on ne s'interdit pas la possibilité d'aider des civils victimes, on va dire de l'autre côté. Mais pour l'instant, nous restons fidèles aux gens que nous aidons depuis 8 ans, parce que c'est extrêmement important, parce qu'en plus on a des réseaux, c'est pas facile à organiser, même si aller sur la ligne de front, c'est quelque chose que j'ai déjà fait à plusieurs reprises. Là, c'est vraiment une guerre qui est beaucoup plus importante que celle que j'ai pu connaître, qui ressemble à celle de 2014, mais qui est plus importante que celle que j'ai pu connaître ces dernières années. Donc, du coup, la logistique, l'organisation, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Donc, du coup, je continue d'aider cette région-là. Et ce sont des personnes, en effet, dont la plupart veulent toute la fin de la guerre et sont des russophones, en tout cas, ça c'est certain. Oui. Et là, beaucoup d'entre eux, clairement, se sentent plus proches de la Russie que du gouvernement qui est à Kiev en ce moment. Nicolas Mirkovic, avant de donner la parole à Nicolas Vidal, peut-être si vous pouvez rappeler, en effet, vous le dites, et nous aussi, on le répète quand même régulièrement ici, en tout cas, que ce conflit existe depuis 2014, évidemment exacerbé récemment avec l'attaque de la Russie, qu'on ne remet absolument, on remet absolument pas en question la responsabilité de la Russie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe depuis 2014 sur place ? En 2014, pour faire très très court, il y a eu un coup d'État qui a été organisé à Kiev par des atlantistes. On sait aujourd'hui, ils s'en cachent même plus, les Américains sont derrière ce coup d'État. Ils se sont appuyés sur des mouvements extrémistes radicalement anti-russes. N'oublions pas que quand on parle de mouvements néo-nazis en Ukraine, c'est pas un mythe. Vous avez quand même sur les barricades de l'Euromaïdan, vous avez des groupes radicalement d'extrême droite qui ont dit qu'ils allaient interdire la langue russe, l'usage de la langue russe. Or, tout l'Est et le Sud du pays ne parlent quasiment que le russe. Donc, du coup, dans ces régions-là, des russophones se sont soulevés en disant « Nous ne reconnaissons pas le coup d'État qui a eu lieu à Kiev ». Ils ont, dans plusieurs régions, en Crimée, on l'a vu, mais également dans le Donbass, organisé des référendums. Et dans ces référendums, ils ont voté majoritairement pour leur autonomie. Suite à ça, Kiev, le nouveau gouvernement issu du coup d'État, a envoyé l'armée. Ces régions se sont organisées en milices et se battent depuis 2014. Depuis 2014, il y a eu une guerre dans le Donbass, essentiellement dans une partie du Donbass qui est à l'est, autour des régions des anciennes oblasts de Donetsk et de Lugansk. Et une guerre qui a été très très forte. J'étais en 2014 à Lugansk, qui est en plein milieu d'une guerre de mouvement qui
après les différentes négociations entre les protagonistes, s'est transformé en guerre de position, où on a eu ces dernières années une guerre, essentiellement une guerre sur une ligne de front qui fait à peu près 400 km, où il y avait des échanges chaque semaine, mais à l'arrière de ces lignes de front, quelques kilomètres après, les gens vivaient plus ou moins normalement. Donc la guerre était en cours, mais il n'y avait plus de mouvement de troupes. Ce qui s'est passé depuis février dernier, c'est qu'on est de nouveau dans une guerre de mouvement. Ce qui a changé depuis 2014, c'est que ces régions se sont organisées en républiques. Donc vous avez une république populaire de Donetsk et une république populaire de Lugansk. Ces républiques sont organisées avec leur administration, avec leurs services sociaux, avec leur armée, leur milice. Elles reçoivent de l'aide, on va dire, de la Russie, ça c'est certain, en tout cas de l'aide humanitaire, mais ce sont des républiques indépendantes, c'est pas la Russie. Et c'est la reconnaissance de l'indépendance de la Russie qui était un des préambules de l'attaque de la Russie contre le reste de l'Ukraine en février dernier. Nicolas Vidal. Alors, le problème avec Nicolas Mirkovic, c'est que vous avez beaucoup de fonds, donc j'ai beaucoup de questions à vous poser avec Clémence, mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors, allez-y, là, je laisse la parole. Ouais, ben super. Alors, je lisais une très bonne interview que vous avez donnée, Nicolas Mirkovic, chez nos confrères d'Atlantico, et c'est bien parce qu'avec des voix comme les vôtres qu'on n'entend pas partout, heureusement que Clémence et d'autres vous invitent, c'est qu'on a une hauteur de vue. Et vous disiez chez Atlantico, je vous invite à aller lire cet entretien, il est très intéressant. Vous disiez les États-Unis et la Russie sont sur une trajectoire de collision depuis très longtemps. La question était de savoir quand, et vous poursuivez, celui qui contrôle ce centre contrôle la destinée du monde, et il se trouve que ce centre est essentiellement en Russie. C'est ça, aujourd'hui, la grille de lecture que nous devons avoir pour mieux comprendre ce conflit, Nicolas Mirkovic, sur l'Ukraine, cette passerelle finalement qui n'en est plus une. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une guerre entre Russes et Ukrainiens. Il ne faut pas lire cette grille. Il n'y a pas cette grille de lecture. C'est ce que l'Occident voudrait nous faire croire. Ouais. Ce sont des peuples. Les deux sont slaves. Ils parlent la même langue. Pour une bonne partie d'entre eux, ils sont tous les deux orthodoxes. C'est une guerre fratricide. Hein. Ils ont une histoire en commun. Ils ont des cousins souvent d'un côté et de l'autre de la frontière. Tout à fait. La réalité est que les États-Unis, et ils ne s'en cachent pas, on a toutes les ressources nécessaires, elles sont faciles à trouver, se servent de l'Ukraine comme une guerre de proxy. Désolé pour cette espèce d'anglicisme qui revient, même si les origines sont certainement européennes de ce mot. Eh bien, c'est une guerre de proxy qui revient, et les Américains se servent de l'Ukraine. Ils ont tenté 2 coups d'État, ils ont loupé le premier de 2004, ils ont réussi celui de 2014, et aujourd'hui ils le disent. Vous avez des sénateurs américains qui disent c'est génial, nous sommes en train d'affaiblir notre le principal rival militairement sans perdre du sang américain. Et ils le disent, ils financent, ils ont déjà payé plus de 4 milliards de dollars pour instaurer ce qu'ils appellent la démocratie. Donc, en langage courant, ça veut dire un coup d'État, quand les Américains prononcent ce mot-là. Et aujourd'hui, ils ont déjà donné 14 milliards de dollars. Ils sont en train de parler d'un package militaire de 40 milliards de dollars. C'est un peu moins que le budget annuel militaire français. Pourquoi ? Pour aider les Ukrainiens ? Non, pour affaiblir la Russie. Si les Américains et l'Union européenne étaient tellement intéressés par le salut des Ukrainiens, pourquoi est-ce qu'ils ne les aident pas depuis ces dernières années, depuis l'indépendance en 91 ? Où est l'aide alimentaire ? Où est l'aide pour réformer les écoles ? Où est l'aide pour lutter contre la corruption ? Elle n'existe pas. L'aide est essentiellement militaire. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent une guerre contre la Russie. Et l'Ukraine doit devenir l'Afghanistan de la Russie, pour affaiblir la Russie. C'est l'objectif des Américains. Et malheureusement, les Ukrainiens, qui soient ukrainophones, qui soient russophones, qui soient pro-européens, pro-russes ou qui veulent juste être autonomes, vont tous perdre dans cette guerre qui a été poussée, orchestrée par Washington. Mais Nicolas Mirkovic, je me permets, Clémence, juste pour prolonger la question, finalement, ça accrédite la thèse de votre dernier livre, l'Amérique empire. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Amérique, avec cette guerre, est en train de mettre un gros coup de bambou sur l'Europe, pas l'Union européenne, mais sur le territoire européen. Ça accrédite votre thèse, finalement. Exactement, malheureusement, pareil, je veux pas dire, j'avais raison, mais ces choses-là, j'ai compris la grille de lecture avec la Yougoslavie, c'est ce qui est en train de se dérouler. Nous avons une guerre en Europe avec une puissance nucléaire, une guerre qui peut prendre de l'ampleur incroyable. On a déjà eu 2 guerres mondiales, je le répète, à chaque fois, tout le monde se dit, ça ne peut pas se reproduire aujourd'hui, c'est la fin de l'histoire, comme le disait Fukuyama. Fukuyama s'est trompé. Aujourd'hui, la guerre peut revenir. Est-ce que les Français sont prêts à mourir pour Kramatorsk, pour Mariupol, pour une guerre organisée par les Américains ? Est-ce que c'est ça notre objectif ? Notre diplomatie, la France notamment, avait un rôle principal à jouer qui était de trouver la paix entre pays européens. Les Européens doivent retrouver la paix, parce que n'oublions pas que derrière cette guerre, il y a la crise économique qui existait bien avant la guerre. Michel-Édouard Leclerc
l'a rappelé, mais qui va être amplifié. Et qui va payer ça? On risque de payer cette aventure américaine en Ukraine, on va la payer financièrement, ça c'est sûr et certain, parce que l'argent que l'Union européenne donne aux Ukrainiens pour ces armes, ou les armes que nous donnons, ce sont des armes que nous payons, et on risque un jour de verser notre sang. Et ça, ce serait vraiment la plus grande bêtise des Européens de se relancer dans une troisième guerre mondiale. On ne s'en relèvera pas. Quand on regarde la démographie, quand on regarde les centres de dynamique économique mondiale, elles ne sont plus en Europe. On se rebat une troisième fois, c'est fini l'Europe. Oui, parce que Nicolas Mirkovic, il faut rappeler que là, dans l'actualité, il y a quand même la demande d'adhésion dans l'OTAN de la Suède et de la Finlande, qui sont depuis toujours pour la Russie vraiment une cause casus belli. Il a toujours demandé à ce qu'il y ait cette zone tampon entre l'OTAN et la Russie. Et là, ce serait plus respecté. Ça peut entraîner de graves conséquences. D'un autre côté, on parle de l'Amérique Empire, mais on peut quand même souligner que là, c'est quand même la Russie qui est allée attaquer l'Ukraine. Et donc, on peut peut-être parler d'un empire contre un autre et seulement d'une position de la France qui s'aligne sur un empire plutôt que sur un autre, alors qu'elle aurait pu jouer le funambule entre les deux empires. Je nuancerai votre propos, même s'il y a un fond de vérité, évidemment. On est en train de parler de russophones, on est en train de parler de régions qui ont fait partie du Russki Mir, du monde russe. Donc, ce n'est pas juste une annexion d'un territoire, c'est pas comme si la Russie allait s'attaquer au Bangladesh, vous voyez, où il n'y a pas d'histoire en commun. C'est un pays, l'Ukraine est aussi une création récente. L'indépendance de l'Ukraine, c'est 1991. Avant ça, l'Ukraine était une république socialiste soviétique au sein de l'URSS, et avant ça, elle n'existait pas. Avant 2017, il n'y a pas de pays qui s'appelle Ukraine. Donc, du coup, il ne faut pas l'oublier ça. Donc, c'est pour nuancer le propos. Je ne suis pas en train de légitimer l'attaque de la Russie, mais je suis en train de nuancer le propos. On est dans le monde russe. Et aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons une puissance qui est à plus de 7000 km d'ici, qui est en train de tirer les ficelles, qui est en train de dire aux Européens ce qu'ils doivent penser, qui est en train de lancer surtout une stratégie guerrière. Les Américains ne s'en cachent pas. Ils veulent que l'Ukraine soit l'Afghanistan de la Russie, et ça risque d'être aussi notre Afghanistan à nous. Donc, c'est ça le problème. Et l'Union européenne qui, normalement, est censée protéger les Européens, qui n'a que le mot paix, bien-être, prospérité, défense de la liberté, démocratie, à la bouche, n'a qu'un discours guerrier. Où sont les initiatives pacifiques de l'Union européenne? Pourquoi est-ce que l'Ukraine et la Russie, quand elles sont en train de négocier, se retrouvent à Istanbul? Elles ne se retrouvent pas à Bruxelles, elles ne se retrouvent pas à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplomatie européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande nation européenne qui est capable de faire parler aujourd'hui deux frères européens. Ça n'existe pas. Donc, du coup, ça, c'est le grand danger pour nous. Et pourquoi? Parce que si on est arrivé à cette situation aujourd'hui, c'est que nous avons déjà été en partie américanisés. Et quand Zbigniew Brzezinski parle de l'Europe de l'Ouest, donc l'Union européenne, il parle d'un protectorat. On est déjà sous contrôle, on n'a pas notre mot à dire. Macron, il a les merdiers, malheureusement. Il ne peut pas avoir une voix française dans cet empire américain. Or, on en a besoin parce qu'on est sur le territoire européen. Ce sont nos problèmes, nos soucis. On n'a pas besoin d'une puissance ni américaine, ni chinoise, ni brésilienne, je ne sais quoi, qui doit nous dicter comment on doit pouvoir vivre ensemble, ou travailler ensemble, ou collaborer, ou trouver la paix. On doit œuvrer entre Européens. C'est notre problème. Et c'est autour d'une table européenne qu'Ukrainiens et Russes, peuples européens, doivent se retrouver pour trouver une solution. Je précise, Nicolas Vidal, je vous donne la parole juste après, que vous parliez de protectorat. C'est un terme qui avait déjà été utilisé par le général de Gaulle quand il se confiait à l'Imperfit, en disant il ne faut pas que l'Europe, il était déjà conscient de ce risque, que l'Europe ne devienne le protectorat, qu'on devienne une Europe fédérale et qu'il devienne le protectorat ou l'annexion des Américains. Nicolas Vidal, je vous laisse poser votre question. C'est intéressant cette histoire de serviteurs zélés de Washington, comme le dit Eric Dénessé, qui est coutumier de Radio Courtoisie de ligne droite. Finalement, Nicolas Mirkovic, je relisais Henry Kissinger, le diplomate américain très célèbre, qui disait finalement que l'Ukraine devait être un pont entre l'Occident et du moins la Russie, et que finalement l'Occident devait comprendre que l'Ukraine ne serait jamais un pays étranger. Mais justement, cette passerelle, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné depuis Kissinger pour que les États-Unis, à un moment donné, changent de vision quant à l'Ukraine et étendent cet Amérique Empire? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous?
Les Américains craignent. En gros, leur temps est en train de passer. Ça, c'est la vérité. Vous avez la dynamique économique mondiale de plus en plus asiatique. Vous avez les Américains ont cru à la fin des années 90 qu'ils avaient gagné la guerre froide, que donc du coup c'était la fin de l'histoire et que du coup le monde deviendrait américain. Or, c'est pas le cas. Et le grand marché américain, le grand partenaire économique, c'est l'Europe de l'Ouest qui est sous le contrôle. On n'est pas dans un vrai partenariat, on est dans une relation de domination et de dominer. Donc, du coup, c'est l'Europe de l'Ouest. L'Amérique, elle ne s'en cache pas, elle le dit, et je l'explique dans mon livre, L'Amérique Empire, depuis le début du XXe siècle, a peur d'une Europe qui est celle du général de Gaulle, qui irait de Brest à Vladivostok. Pourquoi ? Imaginez cette Europe qui ferait quasiment, qui ferait plusieurs centaines de millions, 700, 800 millions d'habitants, qui aurait le pétrole, le gaz, le cobalt, le blé, le génie, l'histoire, la culture, la civilisation. Nous avons tout ça sur le continent européen. Nous n'avons pas besoin des Américains. Nous n'avons pas besoin d'eux ni d'aucune autre puissance. On a tout pour nous défendre, pour nous protéger, pour nous sustenter, pour vivre, pour faire éclore, développer notre civilisation. C'est la crainte des Américains. Parce que si vous avez cette Europe qui va de Brest à Vladivostok, les Américains, et ce sont même leurs géopoliticiens, Mackinder, Spikeman, qui le disent, si vous regardez la map monde, vous regardez l'Europe, vous regardez l'Asie, vous regardez l'Afrique, vous avez 75% de la population mondiale, vous avez 75% des ressources naturelles mondiales. L'Amérique devient ce qu'ils appellent eux-mêmes une île. Ils ne contrôlent plus rien. Donc, ils sont obligés, c'est divider et impera, diviser pour mieux régner, de diviser les Européens entre eux pour asseoir leur hégémonie. Ils ne veulent surtout pas de concurrents. Ils le disent dans la doctrine Horowitz des années 90. Ils disent on ne veut pas de concurrents sur les restes de l'ex-Union soviétique. Et on parle de la Russie aujourd'hui, mais n'oublions pas que le vrai grand concurrent des États-Unis, c'est la Chine. Donc, du coup, ce qu'on est en train de voir en Europe aujourd'hui, malheureusement, on risque de le voir en Chine aujourd'hui, parce que, en tout cas, dans le Pacifique, et on voit une espèce de montée de la tension autour de Taïwan, autour de l'Australie. Et ça, c'est une risque mondial, un risque d'explosion de guerre mondiale causé par les Américains parce qu'ils ont peur. Et c'est ça la raison. C'est ça pourquoi Kissinger avait raison. Mais la raison pour laquelle on retourne à la guerre aujourd'hui, c'est parce que les néoconservateurs ou les faucons de guerre, le complexe militaro-industriel dont parlait le président américain Eisenhower, panique. Et n'oublions pas aujourd'hui, juste un dernier point, c'est que 2 fois dans l'histoire, les États-Unis étaient en période de récession, étaient en période de crise économique interne. Par 2 fois, ils ont laissé le reste du monde se battre, ils sont arrivés à la fin, ils sont intervenus et ils ont relancé leur économie. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Ne pensons pas qu'il y a certains stratèges à Washington ne sont pas en train de se dire qu'il serait peut-être un bon moment de lancer une 3e guerre mondiale. Justement, ce sera notre dernière question, Nikola Mirković. Vous posez cette question terrible de la 3e guerre mondiale. Est-ce que vous êtes pessimiste? Et puis, où peut mener une 3e guerre mondiale, sachant qu'on est entre puissances nucléaires? Malheureusement, je ne vois pas de fin immédiate à cette guerre en Ukraine. C'est une guerre qui est lente, c'est une guerre qui va durer du temps, qui va durer et qui, de toute manière, aura des conséquences. Il y aura des conséquences militaires, on en a parlé. Il y a évidemment toutes les conséquences économiques. Il y a un excellent article de Jean-Louis Tremblay qui est dans le Figaro il y a quelques semaines qui explique que la seule puissance qui tire son épingle du jeu vraiment aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui vont nous vendre leur gaz de schiste, qui vont nous vendre leur blé et qui vont encore asseoir leur domination sur nous et qui vont surtout aussi nous vendre leurs armes. L'armée française, la France n'arrive plus à vendre ses armes. On se fait toujours avoir par des complexes militaro-industriels américains. Oui. Ça va être la même chose. Donc, on va être encore plus dominé. Le problème est que donc, cette guerre va continuer. Les Américains, ça leur va très bien. Cette guerre va continuer. Il va y avoir une réorganisation politique, économique, militaire mondiale. Il y aura certainement une espèce de nouveau mur entre une partie du monde et nous. N'oublions pas que dans les condamnations de la Russie aujourd'hui, vous avez essentiellement des pays atlantistes, donc c'est à peu près 15-20% de la population mondiale, mais que 80% de la population mondiale n'ont pas appliqué de sanctions. Pour eux, c'est une guerre entre blancs. Comme ici, malheureusement, en Europe, on peut se dire qu'il y a une guerre au Yémen, ça ne nous concerne pas, c'est malheureusement la réalité. Donc, du coup, il va y avoir un redécoupage des forces et des partenariats au niveau mondial. Le problème, c'est que nous avons en effet des puissances nucléaires. Et qu'est-ce qui se passe le jour où une puissance nucléaire se sent suffisamment en difficulté ou attaquée, où elle se dit je vais appuyer sur le bouton. C'est-à-dire que tant que tout le monde se dit on va faire une guerre traditionnelle où on va se battre entre hommes avec l'artillerie, l'aviation, etc., qu'est-ce qui se passe le jour où une puissance se dit là, c'est critique pour moi, je dois me servir
du bouton. Surtout qu'on n'arrête pas de nous répéter que Vladimir Poutine est quand même quelqu'un d'assez... Enfin, on le lit dans les journaux, je dis pas que c'est vrai, je dis qu'on le lit, que Vladimir Poutine est quelqu'un de peut-être dérangé, enfin, pas psychopathe, mais en tout cas déséquilibré. Et c'est avec cette personne que, en tout cas, ce taureau-là, c'est devant ce taureau-là quand on remue le chiffon rouge. C'est vrai que ça pose des questions. Oui, sachant que les Américains, peut-être qu'on n'a pas l'image de déséquilibrés à la tête de la Maison-Blanche, mais c'est eux qui ont quand même balancé des bombes nucléaires au Japon, qui ont tué des centaines de milliers de Japonais. C'est une puissance qui n'a pas hésité à s'en servir pour tuer des civils, qui a, dans les guerres depuis le 11 septembre, sont à l'origine de plus d'1 million, plus de 900 000 morts, d'après l'université de Brown, en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Donc, du coup, la vie humaine n'a pas beaucoup de valeur pour eux. Je dirais, je ne suis pas en train de dépeindre une image manichéenne, noir et blanche. Je dis, évidemment, côté russe, ils peuvent déclencher une guerre nucléaire, mais on a affaire à 2 puissances nucléaires. Et ce qui est problématique, c'est que nous n'entendons personne en dehors des belligérants, parce que les Américains sont belligérants à distance, le mot paix. Quand est-ce que quelqu'un de l'Union européenne va mettre en place une conférence pour la paix? Il va falloir trouver une solution. Ça, c'est ce qui est extrêmement important. Et si tout le monde part de la guerre, nous l'aurons. C'est une suite logique. Donc, du coup, il est important d'imposer un dialogue, un discours de paix. On trouve une solution, on trouve un compromis entre les russophones, les ukrainophones. On va peut-être leur demander aussi leur avis. Et puis, on part de paix et on se retrouve pour parler de la paix. Ça, c'est indispensable. Sinon, je vous garantis qu'on va droit dans le mur et que la guerre nous attend. Et ça sera catastrophique pour nous tous. Oui, mais pour le moment, c'est pas le cas. On voit que ceux qui nous représentent, Emmanuel Macron au niveau de la France, Macron 2 maintenant, l'Europe, Ursula von der Leyen, on ne parle que de guerre. Donc, comment on va s'en sortir ? Je pense qu'au bout d'un moment, la société civile ne peut pas juste laisser ses représentants politiques agir ce drapeau de la guerre. Et il est important qu'on se fasse entendre, il est important de s'organiser, il est important de dénoncer cette politique guerrière de nos responsables politiques. Et ça, à travers tout le champ politique français, européen, de nombreuses voix existent pour dénoncer la guerre. Non, malheureusement, heureusement que vous êtes là pour donner la voix à ceux qui veulent la paix. Il faut continuer dans cette voie-là, mettre de la pression sur nos politiques, s'organiser, écrire en disant quand est-ce que vous allez avoir un discours de paix? Organisons une réunion à Paris avec les Russes, avec les Ukrainiens, avec les habitants du Donbass, et puis trouvons une solution. Ça va prendre du temps, mais commençons maintenant. Mais vous pouvez peut-être compter sur vous, Nicolas Mirkovic, là-dessus. Nicolas Vidal, vous aviez une seconde, un mot à dire, non? Oui, mais moi j'ai l'impression que personne ne veut la guerre, mais que tout le monde la cherche depuis tout le temps. Voilà, c'est mon analyse de petit éditorialiste politique. Merci beaucoup à vous, Nicolas Vidal. Merci beaucoup à vous, Nicolas Mirkovic. Et je rappelle en effet ce livre de Prescience, Amérique Empire aux éditions Temporis, c'était déjà avant la guerre. Et puis merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.